La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Sébastien Leclerc. Merci, Monsieur le Président. J'associe mon collègue Damien Abad à ma question. Monsieur le Premier ministre, le week-end dernier, ceux que le Président de la République a si brillamment surnommés les Gaulois réfractaires et les fainéants se sont mis en jaune dans chacune de nos circonscriptions. C'est un mouvement spontané qui ne doit rien au hasard. C'est le résultat d'un écœurement fiscal suite à la succession des mesures que vous avez prises depuis plusieurs mois. Baisse des APL, relèvement du taux de CSG, durcissement des règles du contrôle technique, mise en place de façon unilatérale de la limitation à 80 km/h et pour finir, explosion de la fiscalité sur les carburants. Monsieur le Premier ministre, c'est la France qui travaille, la France des classes moyennes, la France qui se lève tôt, la France qui n'a d'autre solution que de prendre sa voiture pour aller prendre son poste à 40 km de distance. C'est cette France qui est aujourd'hui en jaune. Et ce n'est pas votre plan de conversion écologique, bricolé à la hâte, annoncé en catastrophe mercredi dernier, qui répondra à la colère des Français. Ces aides que vous proposez ne sont pas à la hauteur de la situation. Ceux qui manifestent n'arrivent déjà plus à boucler leur fin de mois. Pensez-vous réellement qu'ils vont pouvoir avancer l'argent pour s'acheter une nouvelle voiture ? Pas du tout. Ils n'ont souvent même pas le premier euro à y mettre. Vous proposez des aides pour compenser vos propres taxes. Monsieur le Premier ministre, plus encore que vos mesures, c'est votre arrogance, celle de votre gouvernement, celle par exemple de votre porte-parole qui stigmatise les Français fumant des clopes et roulant au diesel. C'est tout ce mépris de la France des éloignés qui est aujourd'hui responsable de cette situation. Samedi dernier, les Français étaient en jaune, c'était pour vous un avertissement. Monsieur le Premier ministre, vous dites entendre la colère des Français. Nous vous demandons désormais de réagir avant que toute cette colère ne dégénère. Au lieu de mettre de l'huile sur le feu, annulez, comme le demandent les Républicains, vos nouvelles augmentations de taxes sur les carburants. Mettez un terme à cette accumulation sans fin de taxes que les Français ne peuvent plus supporter. Rendez du pouvoir d'achat aux Français. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Leclerc, je suis vraiment touché, Monsieur le Président Jacob, que Monsieur le député des Républicains et de vous-même n'ait pas eu un mot pour le décès de cette personne, pas un mot pour les blessés graves des manifestations, pas un mot pour condamner des violences racistes, homophobes. Et nous pouvons partager, Monsieur Jacob, S'il vous plaît, nous pouvons partager, seul le ministre a la parole. Monsieur Jacob, nous pouvons partager le constat de la colère d'une partie des Français, mais nous ne pouvons pas cautionner la démagogie et manifestement le manque de courage politique que vous avez expliqué aux Français votre bilan. Et au lieu de souffler sur les braises de la contestation, vous ferez mieux d'être solidaire d'une politique qui manifestement a amené à cette colère. Donc oui, Monsieur le député Leclerc, permettez-moi d'être particulièrement choqué que vous n'ayez pas eu un mot pour les blessés graves et pour la personne décédée aujourd'hui dans votre intervention. Permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas eu un mot pour les dizaines et les dizaines de blessés dans les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ce matin a eu raison de dire que la manifestation, ce n'est pas l'anarchie, et qu'il y a eu aujourd'hui des dizaines de blessés chez les gendarmes et chez les policiers. Pas un mot dans votre intervention. Parce que ce qui vous intéresse, Monsieur Leclerc, ce n'est pas de résoudre le problème des Français, c'est manifestement de surfer sur cette colère en expliquant par démagogie les solutions que vous n'avez pas su apporter. Alors oui, il faut rester humble. La majorité doit rester humble. Et l'opposition aussi, parce que le ras-le-bol fiscal n'est pas nouveau. Et si vous aviez été au pouvoir, vous auriez eu le même problème sans doute, parce qu'aujourd'hui, il faut baisser considérablement les impôts et écouter la France populaire. Et c'est manifestement pas en s'enfant par démagogie sur les choses et sur les colères qu'on y arrive. En tout cas, on n'a pas la même façon de faire de la politique. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Christophe Blanchet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre Julien Denormandie. Monsieur le ministre, il s'appelle Olivier, Edmond, Isabelle, Lounès,
Bruno, et font partie de la centaine de SDF français que vous ne croiserez plus sur les trottoirs de nos villes, car ils sont décédés cette année. Ils faisaient partie des 126 000 Français, femmes, hommes et enfants, qui vivent tous les jours et dorment toutes les nuits dans les rues de France. 125 000 destins brisés, une vie de souffrance, d'exaspération, de désillusion, un fléau qui peut toucher chacun d'entre nous demain. Avec la vague de froid qui arrive, tous les projecteurs se dirigeront une nouvelle fois sur eux. Des établissements d'urgence seront ouverts et des mesures d'accueil exceptionnelles seront prises. Mais après une nuit au chaud, ces déboutés de la société retourneront à leur triste quotidien dans la rue. Combien d'entre eux ne reverront jamais les couleurs du printemps? Notre société a fabriqué ces oubliés, enfants de la République, pour laquelle la valeur fraternité est quotidiennement bafouée. Ce ne sont pas des anonymes ni des invisibles, mais des citoyens de notre communauté nationale. Nos compatriotes n'acceptent plus cette situation et ils y attendent du gouvernement des solutions, pas de l'indignation, mais des actions concrètes. Nous, dans cette Assemblée, avons une responsabilité collective vis-à-vis de celles et ceux dont nous n'assumons plus de croiser le regard. L'abbé Pierre disait « Il ne suffit pas de leur donner les conditions pour vivre, il faut leur donner les raisons de vivre ». Cette raison de vivre passe obligatoirement par le logement, prérequis indispensable pour retrouver une identité, une existence aux yeux de la société, une vie sociale, un travail et avec le temps, un logement à soi. Nous devons trouver ensemble des mesures d'accompagnement en lien avec les associations qui nous font encore mieux aider et qui œuvrent au quotidien dans cette tâche humanitaire. Monsieur le ministre, quelles sont vos propositions pour que, non pas demain, mais dès aujourd'hui, chaque sans-abri puisse se dire qu'il a une place et un avenir dans notre société? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Blanchet, toute personne à la rue représente une tragédie, représente une situation de détresse, représente une situation de souffrance. Personne n'est par choix à la rue. La rue, c'est quelque chose qui tue, et c'est d'ailleurs quelque chose qui tue l'hiver, mais aussi l'été, et on ne le dit pas suffisamment. Alors oui, la situation, elle est difficile. Nous étions une grande partie de la nuit avec le Premier ministre auprès des équipes du SAMU social à Paris pour faire une maraude. Cette situation, elle est difficile parce qu'aujourd'hui, c'est des milliers de personnes, beaucoup de femmes et d'enfants d'ailleurs, peut-être plus qu'il y a quelques années, qui sont face à ces situations difficiles de rechercher un toit. Et donc cela nous impose beaucoup d'humilité dans ce que nous faisons, mais cela nous impose aussi une détermination totale. Et ce que je peux vous dire, c'est premièrement, jamais un gouvernement, et je ne m'en satisfais pas, mais jamais un gouvernement n'a fait un tel effort pour ouvrir des places d'hébergement d'urgence. Jamais. Aujourd'hui, c'est 135 000 places qui sont ouvertes. Pendant l'hiver, c'est jusqu'à 14 000 places supplémentaires qui seront ouvertes. Et puis le deuxième élément qui est essentiel, c'est le aller vers. C'est aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui sont dans ces situations de détresse. On va renforcer les maraudes. C'est 5 millions d'euros que cette majorité a voté dans le dernier loi de finances pour renforcer les maraudes. Parce que ce aller vers, ce travail fait par les associations, ce travail fait par les travailleurs sociaux et les infirmiers, il est essentiel. Mais enfin, vous avez raison, pendant des années, on s'est peut-être satisfait d'une situation, on fermait les yeux, on se disait que l'hébergement d'urgence suffisait. Cet hébergement d'urgence, il ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire l'accompagnement vers le logement d'abord. Et c'est ça toute la politique que nous portons, qui avait été initiée sous le précédent quinquennat et que nous renforçons avec 500 millions d'euros sur la durée du quinquennat. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a un mois, je vous rappelais les mots de François Mitterrand en 1988. Il n'y a pas de cohésion là où il y a exclusion. Depuis votre arrivée aux responsabilités, vos politiques créent de l'exclusion. Il y a ceux que vous appauvrissez. Vous appauvrissez notamment 14 millions de retraités. Et pour 8 millions d'entre eux, hausse de CSG et non-indexation des retraites signifie la perte de pouvoir d'achat égale à un demi-mois de retraite. Vous appauvrissez 15 millions de salariés du privé et du public qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler avec la hausse des taxes énergétiques. Et en même temps, il y a ceux que vous enrichissez. Vous enrichissez la rente des 1% des Français les plus aisés avec la suppression de l'ISF. Votre majorité a tenté vendredi soir
de faire un nouveau cadeau fiscal aux traders étrangers qui gagnent 1 million d'euros par an, et il a fallu l'union de toute l'opposition pour forcer votre majorité à reculer. En créant ainsi de l'exclusion, vous êtes en train d'abîmer la cohésion de notre pays en faisant deux grands perdants, le pouvoir d'achat et la transition énergétique. Le mouvement des Gilets jaunes en est la traduction, et nous déplorons les blessés et la manifestante qui a trouvé la mort samedi lors des manifestations. Nous déplorons aussi que les tensions sociales soient exacerbées par votre politique, notamment à La Réunion où un couvre-feu a dû être proclamé. Face aux centaines de milliers de Français qui vous interpellent sur leur fin de mois difficile, Monsieur le Premier ministre, votre seule réponse est l'inflexibilité. Et cette inflexibilité est incompatible avec notre démocratie. Aussi, nous vous demandons de ne pas opposer ordre public et ordre social. Nous vous redemandons un gel immédiat des hausses des taxes prévues en 2019. Nous vous demandons un geste immédiat pour compenser vos hausses de fiscalité. Nous vous demandons un Grenelle du pouvoir d'achat. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous m'interrogez sur l'évolution du pouvoir d'achat des Français, sur la capacité du gouvernement à conduire des réformes, sur l'attitude qu'il convient d'avoir lorsqu'on dirige un pays et qu'un certain nombre de politiques sur lesquelles on s'est engagé au moment d'une élection présidentielle et au moment des élections législatives suscitent des questionnements, des désaccords, parfois des contestations, ce qui est naturel et sain dans une démocratie. Je me permets de vous faire observer, Madame la Présidente, que j'ai beaucoup appris au cours des 5 années précédentes. J'ai beaucoup appris au cours des 5 années précédentes, car je me souviens parfaitement, Madame la Présidente, de ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque non pas les gilets jaunes, mais les bonnets rouges. Et je me souviens qu'à l'époque, Madame la Présidente, la majorité dont vous étiez un membre éminent, confrontée à une difficulté sociale qui venait directement se heurter à des engagements qui pourtant avaient été pris par la majorité, que vous aviez choisi de ne pas aller au bout, que vous aviez choisi de reculer et que, en reculant, vous aviez choisi de ne rien remplacer des dispositifs qui pourtant devaient venir financer la transition écologique qui est à notre charge aujourd'hui, qui est à la charge du pays. Et je me permets de vous dire, Madame la Présidente, que ce jour-là, j'ai considéré que vous ne rendiez pas service, et pardon parce que je vous le dis à vous, mais je ne crois pas que vous étiez totalement responsable de cette décision, vous souteniez cette décision, mais je ne suis pas sûr que vous étiez totalement responsable de cette décision. Je pense que ce jour-là, ça n'est pas une bonne décision qui a été prise pour le pays. Je vous le dis comme je le pense. L'objectif de cette majorité est effectivement tout autre. L'objectif de cette majorité, c'est, après s'être engagé au moment de l'élection présidentielle, après s'être engagé au moment de l'élection législative, de tenir la ligne qui a été proposée aux Français à la présidentielle et aux législatives. Et vous qui êtes attachés au débat démocratique, pourriez reconnaître que cette volonté de tenir des engagements qui ont été pris devant les Français relève justement d'une volonté de prendre au sérieux et le débat démocratique et les Français. Alors oui, Madame la Présidente, nous allons faire ce sur quoi nous nous sommes engagés. Faire basculer progressivement et résolument la fiscalité qui pesait sur le travail vers une fiscalité qui pesera un peu plus, c'est vrai, sur les carburants et sur le carbone. C'est quelque chose sur lequel nous nous sommes engagés, c'est quelque chose que nous assumons et c'est quelque chose que nous savons nécessaire, mais qui, pour être accepté, doit être accompagné. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'année dernière, un certain nombre d'instruments ont été créés pour permettre d'accompagner les Français dans cette transition. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, j'ai annoncé des mesures qui permettent de renforcer l'efficacité de ces instruments, d'en élargir l'assiette, d'en renforcer l'intensité. Et c'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure des politiques publiques qui seront présentées à l'Assemblée nationale et au Sénat, lorsqu'il s'agira de la loi d'orientation sur les mobilités, lorsqu'il s'agira de la PPE, nous allons développer ces instruments d'accompagnement. Parce que, Madame la Présidente, nous voulons revaloriser le travail et nous voulons prendre au sérieux la transition écologique. Et voilà notre axe, voilà notre politique, voilà la politique que nous proposons aux Français, voilà la politique que nous allons mettre en œuvre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Avant de lui passer la parole,
Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Monsieur Pascal Lavergne, qui est devenu député de la 12e circonscription de la Gironde le 17 novembre dernier. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron, en février 2017, en observant que la PMA n'était ouverte en France qu'aux couples hétérosexuels, a pris l'engagement de mettre fin à cette discrimination intolérable. Je cite : « Nous soutenons avec force cette promesse d'égalité et de justice. En effet, mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, les femmes seules et les femmes en couple n'ont d'autre recours que de faire appel à une insémination artificielle avec don de façon artisanale ou clandestine ou de procéder à des achats par Internet avec les risques sanitaires et juridiques que l'on peut imaginer. Par ailleurs, il est bon de rappeler l'avis rendu à 2 reprises par le Comité consultatif national d'éthique à l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Dans ce contexte, entendre par la voix du responsable du parti Les Républicains, M. Laurent Wauquiez, que la PMA serait, je cite, « une marchandisation des gamètes et mènerait, je cite toujours, à l'eugénisme, se référant ainsi au régime nazi, relève de l'irresponsabilité politique la plus abjecte. » Monsieur le Premier ministre, condamnez-vous, comme la quasi-unanimité de nos collègues ici présents, ces propos scandaleux et injurieux, tant pour le corps médical que pour les couples hétérosexuels qui ont déjà pratiqué la PMA. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous détailler les engagements du gouvernement afin que s'amorce le débat sur la PMA dans un cadre apaisé, serein et démocratique? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pascal Lavergne. S'il vous plaît. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale et sur ces bancs. Vous avez raison, les propos qu'a tenus le président du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, devant le mouvement Sens commun, ne sont pas dignes d'un responsable politique. Quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur la procréation médicalement assistée, la PMA, aucun propos associant cette pratique médicale à de l'eugénisme ne peuvent être tolérés. L'eugénisme, je le rappelle, c'est l'ensemble des recherches et des pratiques qui ont pour but de déterminer les conditions les plus favorables à la procréation de sujets sains et par là même d'améliorer la race humaine. L'eugénisme fait directement écho aux heures les plus sombres de notre histoire contemporaine, car c'était effectivement ce que souhaitaient faire les nazis. Même si elle n'est qu'une tentative de séduction politique, cette comparaison est intolérable de la part d'un responsable politique. Ce sont des propos graves et irresponsables. C'est dévoyer le sens des mots, c'est agiter la haine de l'autre. Les engagements pris pendant la campagne présidentielle sur la PMA sont clairs et ils seront tenus. De même que l'engagement d'organiser une discussion réfléchie et apaisée qui rassemble les Français plutôt que de les diviser. La PMA sera inscrite au sein du projet de loi révisant la loi bioéthique qui sera présentée en Conseil des ministres au premier trimestre 2019. Chacun est libre de ses opinions et le débat se tiendra dans cet hémicycle. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis un certain temps, on sent la tension monter dans le pays. Une femme est décédée samedi et ceci, naturellement, nous met chacun face à nos responsabilités. Certains habitants qui ont du mal se sentent stigmatisés. 80 km/h, radar, carburant, chaudière fuel, CSG. Ce sont ces concitoyens, des concitoyens qui travaillent ou perçoivent des petites retraites. Ce sont des ouvriers, des artisans, des commerçants, des indépendants, des représentants. Ils ne font plus face
En fait, c'est le reste pour vivre qui est en jeu. Les taxes, les charges, le tracas administratif, tout ceci est compliqué. Et pourtant, chacun d'entre eux comprend la trajectoire fiscale et écologique et les enjeux de protection de la planète. Monsieur le Premier ministre, où est la trajectoire humaine et sociale pour les Français? Avec mes collègues, Monsieur le Premier ministre du groupe UDI, Agir et Indépendants, je souscris à la proposition du pacte social de la conversion écologique proposée par Laurent Berger. Justement, il est grand temps de réhabiliter les corps intermédiaires dans notre pays. Que chaque Français, que chaque maire, que chaque député, que chaque syndicat, que chaque association ait une responsabilité qui s'exerce dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, un beau projet humaniste et social doit rassembler le pays et doit construire les alternatives écologiques en matière de déplacement et de logement par des mesures simples qui doivent être financées, qui doivent être fortes et comprises de tous. Voilà, Monsieur le Premier ministre, le défi que nous devons relever avec l'ensemble de nos concitoyens. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît, je tiens à saluer le ton de votre question et la gravité qui a empreint le début de votre question et que nous partageons. Car nous l'avions dit la semaine dernière, nous mesurions que ce mode d'action spontané et tout à fait respectable présentait des risques, présentait même une mise en danger pour celles et ceux qui manifestaient, mais aussi pour les autres automobilistes, et que c'est notre devoir à toutes et à tous d'appeler à ce que, bien sûr, le droit de manifester soit respecté, le droit de circuler librement aussi, et surtout d'appeler à la sécurité. Et le ministre de l'Intérieur s'est exprimé à plusieurs reprises depuis samedi pour appeler les uns et les autres au maximum d'esprit de responsabilité pour que soit assurée sur nos routes la sécurité. Sur le fond de votre question, bien sûr, vous le savez, que depuis le début de ce quinquennat, depuis le début de cette trajectoire de la taxe carbone, nous avons particulièrement en tête l'accompagnement social. Il y a l'accompagnement du changement avec des objectifs et des moyens écologiques, et c'est le cas lorsque nous permettons aux Français de changer de voiture. Mais vous l'avez vu avec les dernières mesures annoncées, nous faisons un effort particulier de solidarité avec celles et ceux de nos compatriotes pour qui c'est le plus difficile de participer à ce changement. La situation des Français, elle est diverse. Selon qu'on habite en ville, à la campagne, en banlieue, dans une commune périurbaine, évidemment, l'usage de la voiture n'est pas le même. Mais lorsque nous proposons d'élargir le chèque énergie, et l'Assemblée aura bientôt à se prononcer, en augmentant le nombre de bénéficiaires de plus de 2 millions de Français et en augmentant le montant de 50 € en moyenne, c'est bien un accompagnement et un effort de solidarité que nous faisons dans la conduite de ce changement. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est à Monsieur Jean-Luc Laglaise. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Le 11 octobre dernier, nous débattions ici même dans cet hémicycle d'une proposition de loi visant à consolider le modèle français du don du sang. Nos échanges d'alors portaient principalement sur l'alignement des règles d'éligibilité au don du sang pour les homosexuels à celles appliquées aux autres donneurs. En effet, les conditions d'accès au don de sang fixées par arrêté interministériel précisent que les hommes homosexuels ont accès au don de sang uniquement en l'absence de relations sexuelles depuis 1 an. A contrario, une personne hétérosexuelle n'a pas à justifier de période d'abstinence, ce qui démontre une discrimination flagrante contre les homosexuels. Au cours de ces débats, vous nous aviez précisé que des études étaient en cours et que le comité de suivi de l'arrêté relatif aux critères de sélection des donneurs devait se réunir le 14 novembre. C'est désormais chose faite puisqu'il s'est réuni la semaine dernière pour prendre acte des premiers résultats de l'enquête Complidon réalisée auprès de 110 000 donneurs.
Les données de cette enquête épidémiologique révèlent que l'ouverture du don de sang en juillet 2016 aux hommes homosexuels n'augmente pas le risque de transmission du VIH par transfusion. Comme le précise le communiqué de vos services, ces résultats apportent de nouveaux éléments au pouvoir public en vue de considérer une ouverture plus large du don du sang. Je partage entièrement ce constat puisque la situation actuelle demeure inadmissible et contraire au Code de la santé publique qui dit que nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle. Madame la ministre, vous nous aviez donné rendez-vous, nous y sommes. Et à l'aune de ces nouveaux éléments, pouvez-vous nous préciser vos intentions sur le dossier? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Luc Laglaise. Merci pour votre question qui me permet de montrer, s'il fallait encore, que ce gouvernement tient ses promesses. Lors de l'examen de la proposition de loi sur le don du sang du groupe Les Républicains, Agnès Buzyn s'était engagée à présenter les résultats de l'étude Complidon afin d'évaluer le respect et la compréhension des critères de sélection des donneurs, en particulier donneurs ayant des relations sexuelles avec des hommes. C'est ce qui a été fait le 14 novembre dernier. 110 000 questionnaires ont été exploités et les résultats de l'enquête publiée montrent, comme vous l'avez indiqué, que l'ouverture du don de sang aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes depuis 2016 n'a pas fait augmenter le risque d'infection par VIH par transfusion sanguine. La présentation de ces résultats au comité de suivi de l'arrêté de sélection des donneurs constitue la première étape de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Les agences sanitaires, Santé publique France et l'Agence nationale de sécurité du médicament ont été saisies pour conduire des analyses de risques résiduels de transmission transfusionnelle du VIH et faire évoluer le questionnaire préalable au don. Le prochain comité de suivi se tiendra fin janvier pour partager les résultats de cette analyse de risque. Un nouvel arrêté sera ensuite rédigé et soumis aux consultations obligatoires. Il pourra entrer en vigueur d'ici l'été 2019. Ce travail confirme que le gouvernement est attaché au principe de non-discrimination au don en fonction de l'origine sexuelle. Ce principe inscrit dans la loi depuis 2016 est un principe général fort et dès l'année dernière, le gouvernement avait pris l'engagement de retravailler les critères des 12 mois d'abstinence pour les personnes homosexuelles. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Peu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous ressemblez à un automobiliste embarqué à contresens sur une autoroute. Le mouvement des Gilets jaunes vous fait des appels de phare pour éviter le carambolage, mais vous poursuivez votre route. Vous dites entendre la colère et la souffrance, mais vous restez droit dans vos bottes. Vous allez dans le mur, Monsieur le Premier ministre, et ce pour une raison essentielle. Le peuple, et particulièrement le peuple qui souffre encore plus depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ne manque ni de discernement, ni de mémoire. Il sait combien votre majorité sait être bonne avec tous les Carlos Ghosn, ceux qui n'en ont jamais assez. Il voit comment vous les avez gratifiés d'un CICE pérennisé sans contrepartie. Il voit comment vous avez délesté les plus riches de l'impôt sur la fortune. Mais il voit à l'inverse que vous faites les poches des plus faibles, c'est-à-dire les leurs, celles de leurs parents retraités ou celles de leurs enfants bénéficiaires de l'APL. Dimanche soir, vous avez assuré que vous maintiendrez le cap. Encore une fois, vous faites fausse route et nous vous suggérons une bretelle de sortie éloignée de l'axe Bruxelles-Berlin qui vous est si cher. Une bretelle de sortie direction Lisbonne. Le Portugal démontre en effet depuis 2 ans qu'une politique basée sur une relance par la demande fait baisser le chômage et progresser la croissance et la justice sociale. Là-bas, le SMIC a augmenté, les pensions ont été revalorisées et l'investissement public relancé. D'où la question des députés communistes, Monsieur le Premier ministre. Allez-vous accorder une revalorisation conséquente au SMIC au 1er janvier 2019 ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Et Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Peu,
Je vous rappelle que nous avions demandé, puisque vous le citez, et obtenu de M. Carlos Ghosn une baisse de 30% de sa rémunération il y a quelques mois. Et je suis un peu surpris, Monsieur Peu, que vous n'ayez pas plus d'attention pour les salariés du groupe Renault et de l'alliance Renault-Nissan qui m'occupent depuis hier, depuis que nous avons appris les nouvelles sur M. Carlos Ghosn. Et je tiens à vous dire, puisque vous évoquez ce nom, que notre priorité aujourd'hui, avec le Président de la République et avec le Premier ministre, c'est le renforcement de Renault, la stabilité de l'alliance entre Renault et Nissan. J'ai eu aujourd'hui au téléphone le ministre de l'économie japonais. Nous allons tout faire pour pérenniser l'alliance du premier groupe industriel mondial, Renault-Nissan. Vous nous parlez des salaires, mais les salaires, que ce soit le SMIC, nous sommes plus généreux que vous, Monsieur Peu. Car nous n'avons pas augmenté simplement le SMIC, nous avons augmenté les salaires de tous les salariés français au 1er novembre en supprimant les cotisations sur l'assurance maladie et sur l'assurance chômage pour permettre à ceux qui travaillent de vivre mieux. Nous sommes plus généreux que vous, Monsieur Peu, parce que les décisions fiscales que nous avons prises nous ont permis d'avoir en France le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers qui vont créer des usines, des entreprises, des emplois. Nous sommes plus généreux et nous sommes plus efficaces que vous, Monsieur Peu, puisque depuis 1 an, le chômage a baissé d'1 demi-point en France et que nous allons continuer dans cette direction avec les mesures qui sont prises par Muriel Pénicaud. Oui, notre politique économique est juste, elle est nécessaire, elle est efficace et elle permettra le redressement de la France. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Emmanuelle Ménard. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Bien sûr, samedi, j'étais aux côtés des Gilets jaunes. Pas seulement pour le prix du carburant, mais pour ma ville, pour les villages des alentours, pour tous ceux qui n'ont pas la chance, comme moi, comme nous, de ne pas s'inquiéter pour leur fin de mois. Chez moi, à Béziers, c'est exactement cette France d'en bas, cette France méprisée, regardée avec condescendance, cette France sans cesse montrée du doigt, à qui vous faites toujours la morale, votre petite morale. En 2017, les automobilistes auront supporté 67 milliards de taxes et amendes diverses, presque autant que l'impôt sur le revenu. Cette France, elle n'en peut plus, elle ne s'en sort plus. Et vous auriez tort de croire que tout cela n'est qu'un feu de paille. Cette France ne vous fait plus confiance, cette France ne vous veut plus. Vous êtes l'élite kérosène en but au populisme diesel, comme j'ai pu le lire dans la presse. Et quand vous la traitez de poujadiste, de nationaliste, de populiste, vous savez ce qu'elle répond, cette France? Si être du côté des petites gens, des laissés pour compte, des plus démunis, c'est être poujadiste, nationaliste ou populiste, alors oui, elle est tout cela et en plus, elle en est fière. Monsieur le Premier ministre, trouvez-vous normal, acceptable, supportable que dans le budget de la sécurité sociale, vous ayez plafonné à 0,3% les pensions de retraite et les allocations familiales et en même temps, comme vous dites, revaloriser de 1,6% les allocations pour les demandeurs d'asile. Je vous propose d'aller expliquer cela à tous ceux qui sont descendus dans la rue samedi dernier et qui y sont encore aujourd'hui, aux familles pauvres et aux retraités. Mais c'est vrai, ça ne compte probablement pas, car ils sont, comme vous dites, poujadistes, nationalistes et populistes. Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Ménard, vos propos sont des carburants, mais des carburants pour la fin de la démocratie. Vous mélangez tout, Madame Ménard. D'abord, vous auriez pu dire que dans la ville où manifestement vous avez défilé avec le gilet jaune, le maire que vous connaissez manifestement bien a payé sur de l'argent public des affiches totalement scandaleuses. Et vous avez, avec l'argent des contribuables, Madame Ménard, réussi à la fois à utiliser l'argent public pour faire de la politique politicienne, tout en dénonçant l'augmentation de la fiscalité dans un même temps.
Seul Madame le Ménard. ministre a la parole, s'il vous plaît. Vous mélangez la fiscalité avec l'accueil des étrangers. Vous mélangez ce qui fait le carburant de ceux qui effectivement souffrent, parce que vous vivez des problèmes, madame. Vous ne voulez pas les résoudre. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si le peuple gronde, et si ici ou là, il y a des Français qui effectivement sont dans la misère et connaissent les difficultés, ça ne date pas de 17 mois. C'est l'élimination de tous les hommes politiques qui ont concouru à la vie gouvernementale. C'est effectivement Madame Le Pen qui est devant vous, qui a fait 11 millions de voix à l'élection présidentielle et qui peut dire au bout de 17 mois que la France est réparée. Bien sûr que la majorité est consciente du travail très important qu'il faut faire pour réparer effectivement la souffrance des Français. Il y a ceux qui veulent mettre effectivement de l'essence et du diesel dans le feu qui se consume dans le pays, et il y a ceux qui veulent éteindre l'incendie. Et moi, je suis fier d'appartenir à ce gouvernement et au gouvernement d'Emmanuel Macron. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Didier Bécher. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de la Ville et du Logement, chers collègues, l'inclusion économique s'affirme comme un nouveau cadre de l'action publique qui permet de mettre l'entreprise au cœur des politiques de cohésion des territoires et de la gouvernance locale de l'emploi. Car c'est bien en partant du besoin des entreprises, en les aidant à recruter plus vite et mieux, en les accompagnant à identifier dans les territoires ciblés les talents et les compétences, qu'on les accompagnera à ouvrir leur recrutement aux candidats prêts à l'emploi, mais susceptibles de subir des discriminations à l'embauche. Les entreprises de taille intermédiaire, les PME, les TPE, bien souvent n'ont pas les ressources pour conduire une politique ouverte à la diversité et soucieuse d'un recrutement non discriminant. Or, ce sont bien ces entreprises qui recrutent, ce sont elles le levier du changement systémique. C'est là toute l'ambition du gouvernement et la cohérence du pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises que vous avez lancé en juillet dernier. Il s'articule autour de 4 chapitres: sensibiliser, former, recruter et acheter. Il s'articule pleinement avec le plan d'investissement dans les compétences piloté par Madame la ministre du Travail. C'est aussi la loi Pacte portée par le ministre de l'Économie avec son volet d'introduction de l'objet social des entreprises. Cette politique s'assemble dans un projet d'ensemble cohérent de transformation pour gagner la bataille de l'emploi dans nos quartiers. Mais encore faut-il donner les moyens et la place aux entreprises, aux TPE et aux PME de prendre la responsabilité citoyenne. C'est l'enjeu déterminant de l'intermédiation entre les candidats des quartiers populaires et les entreprises qui recrutent. C'est pourquoi, par exemple, en Île-de-France, j'ai initié le plan 1000 jeunes, avec le soutien du préfet de région et l'implication directe des fédérations d'entreprises et des associations qui sont au cœur des quartiers. Associations dont la professionnalisation devient un enjeu majeur. Aussi, nous, députés de la majorité, lançons fin novembre, avec votre soutien, monsieur le ministre, et celui de madame la ministre du Travail, la semaine de l'inclusion économique pour l'emploi et les quartiers. Cette semaine se veut un grand moment de mobilisation pour conduire au printemps 2019 à des assises nationales de l'inclusion économique. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser vos mesures? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Didier Bécher, vous mentionnez l'initiative que vous avez lancée, monsieur le député, ainsi qu'un certain nombre de vos collègues, qui est la semaine de l'inclusion économique et sociale pour les quartiers. Au-delà de cette initiative que je salue et que nous sommes beaucoup au gouvernement à soutenir, vous pointez du doigt, au final, le pacte républicain. Aujourd'hui, dans nos quartiers, un jeune sur 7 y habite. Aujourd'hui, dans nos quartiers, qui peut accepter que certains de ces jeunes qui ont fait les efforts, pour qui leurs familles ont souvent fait beaucoup de sacrifices, pour qui la République était là depuis des années, comment on peut accepter que ces jeunes n'aient pas le même accès, la même chance de réussite, la même possibilité d'avoir un emploi, parce que la discrimination continue à exister dans notre pays? Qui peut accepter ça? Et puis, de la même manière, on se dit peut-être trop souvent que voilà, ces jeunes, il y a une certaine fatalité qui s'est installée. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense qu'avec cette détermination, celle que vous mentionnez, mais aussi la détermination des entreprises, on peut faire bouger les lignes. Il faut recréer le réseau, et ce n'est pas un gros mot, le réseau entre les jeunes qui habitent dans les quartiers et les entreprises qui aujourd'hui cherchent à embaucher. Il faut recréer ce réseau. Et ça, c'est la politique de réussite républicaine que nous menons dans ce gouvernement. C'est ce que fait Jean-Michel Blanquer avec cette réussite éducative. C'est ce que fait Muriel Pénicaud avec 2 milliards d'euros de la formation professionnelle qu'on investit dans nos quartiers. C'est ce que nous faisons au jour le jour avec vous de la majorité présidentielle
pour lutter contre cette discrimination par l'initiative que vous venez de lancer, mais également par le haut-commissaire à l'inclusion, par le délégué interministériel sur l'apprentissage dans nos quartiers, par l'ensemble de ces mesures qui fait qu'aujourd'hui, et j'en appelle aux entreprises, j'en appelle solennellement aux entreprises. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune barrière. On a les moyens, quand on est dans une entreprise, d'aller recruter des jeunes des quartiers. Il faut le faire, c'est ça le sens républicain. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur le Président Jean-Luc Mélenchon. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, en France, notre pays passionné d'égalité et de fraternité, il n'y a pas d'ordre public possible, ni même souhaitable, sans justice sociale. Et c'est de cette façon qu'il faut comprendre la puissance et l'étendue du mouvement dit des Gilets jaunes que nous voyons se déployer dans tout notre pays, que ce soit dans l'Hexagone, dans les dom-toms ou à cette heure même à La Réunion. C'est donc la justice sociale qu'il faut rétablir si l'on veut que revienne l'ordre et que cessent les violences que provoquent ceux qui s'opposent à ce mouvement. Il n'est pas juste, Monsieur le Premier ministre, de prendre 4 milliards à des gens qui n'ont pas d'alternative au déplacement en voiture par une surtaxe sur les carburants quand, dans le même moment, vous donnez exactement la même somme en supprimant l'impôt sur la fortune à des familles de riches qui n'en ont pas besoin et qui ne vous l'ont jamais demandé. Il n'est pas juste et par conséquent, si vous voulez régler la crise actuelle, partez de l'idée qu'il y a une situation tellement exceptionnelle qu'elle justifie le rétablissement immédiat de l'ISF, puisque nous sommes encore en cours de débat budgétaire, et la suppression de la taxe carburant. Il n'est pas juste d'arguer la transition écologique quand vous disposez de 40 milliards par le crédit d'impôt compétitivité emploi que vous allez passer dans le droit commun alors que vous pourriez les affecter au budget de l'écologie où immédiatement ils rempliraient les carnets de commandes dans tout le pays, donneraient de l'emploi et du mieux vivre pour tout le monde. Si bien que je suis obligé de vous dire, samedi paraît-il, vous avez l'intention d'interdire la manifestation que les Gilets jaunes ont appelée. Oh, beaucoup d'entre nous seront à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Mais nous irons, je vous le dis, les insoumis iront dans ces manifestations. Alors, Monsieur le Premier ministre, permettez que la démocratie sociale et la démocratie parlementaire se retrouvent. Permettez la manifestation. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mélenchon, peut-être, avant de répondre à la question que vous posez, dont je comprends qu'elle porte pour l'essentiel sur la manifestation qui pourrait avoir lieu samedi, un mot pour dire que vous avez commencé votre question en mentionnant la passion française qui était réelle pour l'égalité et la fraternité. Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président Mélenchon, que j'ai toujours interprété la devise républicaine comme ayant 3 termes. La liberté, et c'est une passion française, l'égalité et la fraternité. N'en voir que 2, Monsieur le Président Mélenchon, c'est avoir une lecture incomplète de la promesse républicaine. Incomplète. Et je tenais à vous le dire parce que je suis certain que sur ce sujet, nous ne serons au fond jamais véritablement d'accord. Sur la liberté, Monsieur Corbière. Sur la liberté, Monsieur le Président Mélenchon, un mot. Vous nous demandez de ne pas interdire une manifestation. Permettez-moi si vous me le permettez, de redonner, et c'est utile, de redonner l'état du droit. Pour manifester en France, il faut déclarer un projet de manifestation. Et ça n'est pas du tout accessoire, c'est important parce que ça permet notamment de sécuriser la manifestation. Je constate qu'un certain nombre de nos concitoyens se sont affranchis de cette règle en disant qu'au fond, elle n'apportait rien. Elles ont permis, Monsieur le Président, et elle permet, cette règle, de faire en sorte que les manifestations se passent bien. Nous n'avons, Monsieur le Président Mélenchon, aucune intention de réprimer ou de diminuer en quoi que ce soit la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Mais nous voulons, Monsieur le Président Mélenchon, que cette liberté d'expression et cette liberté de manifestation s'expriment dans le cadre de la loi, dans le respect de l'ordre public. Car, puisque vous avez parsemé votre question
de « il n'est pas juste », nous renvoyant à une figure stylistique que nous avons bien connue lors du quinquennat précédent, il n'est pas juste non plus, Monsieur le Président Mélenchon, d'interdire aux Français de se déplacer quand ils souhaitent le faire. Il n'est pas juste non plus, Monsieur le Président Mélenchon, d'imposer à des gens qui veulent franchir un rond-point de porter un gilet jaune. Il n'est pas juste non plus, Monsieur le Président Mélenchon, de faire en sorte de bloquer un certain nombre de zones commerciales ou de centres-villes. Ça n'est pas juste non plus. S'agissant de la politique générale du gouvernement, et j'essaie de vous parler directement, Monsieur le Président, car vous m'écoutez avec attention, mais malheureusement, ceux qui vous entourent le font avec moins d'attention. C'est vrai. Un mot, Monsieur le Président Mélenchon, pour dire que nous nous sommes engagés. Le Président de la République s'est engagé au moment de l'élection présidentielle. La majorité législative, chacun des parlementaires qui la composent, s'est engagé au moment des élections législatives sur un projet, sur un programme. Nous respectons le programme qui a été proposé aux Français. Vous qui êtes un amoureux de la République, c'est ce que vous dites, et je le crois bien volontiers, vous qui êtes respectueux de la démocratie, je le souhaite vraiment, eh bien je pense que vous pouvez considérer avec moi que tenir, sans zigzaguer, une promesse qui a été faite aux Français, un engagement qui a été fait aux Français, c'est tout à fait sain pour la démocratie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Perrine Goulet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. 2 morts par semaine, un viol toutes les heures, 73 000 victimes de violences par an. Voici le terrible bilan, sûrement sous-évalué car basé uniquement sur ce qui est déclaré, de l'enfance maltraitée en France. Intolérable à entendre en cette journée internationale des droits de l'enfant. À la suite de ces maltraitances, ce sont 300 000 enfants qui sont pris en charge et confiés à l'aide sociale à l'enfance pour les protéger. Malheureusement, les différences de moyens, de politique départementale ou d'appréciation judiciaire conduisent à des prises en charge différentes d'un territoire à l'autre. Il y a urgence à rendre égalitaire cette politique pour donner à chaque enfant les mêmes chances de s'en sortir, permettre un taux d'encadrement plus important et obliger un minimum de formation pour tous les adultes gravitant autour d'eux. C'est nécessaire pour mieux détecter les enfants en souffrance et pour éviter qu'ils deviennent eux-mêmes les bourreaux de leurs camarades de malheur ou qu'ils tombent dans la prostitution ou la délinquance. Les résultats sont alarmants. 40% de SDF de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés. 70% sortent sans diplôme de l'aide sociale à l'enfance. Il n'est plus tolérable de laisser nos enfants continuer à se perdre. Il est important aujourd'hui de s'emparer de ce sujet et d'en faire un réel sujet de société, soulever les tabous qui traînent depuis trop longtemps, car comme le dit Lies Loufoque, ancien enfant placé, membre du Conseil national de la protection de l'enfance, on dit souvent qu'une société qui maltraite ses vieux condamne son avenir, mais je me demande donc qu'en est-il d'une société qui maltraite ses enfants ? Pour conclure, Madame la Ministre, je caresse le doux rêve que d'autres enfants placés comme moi siègent un jour dans l'hémicycle. Alors aujourd'hui, je vous demande, Madame la Ministre, que comptez-vous mettre en place pour rendre l'aide sociale à l'enfance égalitaire, réellement efficiente et pour permettre à ces oubliés de la République d'avoir un avenir ? Je vous remercie. Merci, Madame Goulet. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, et Madame la députée Perrine Goulet. Je vous remercie pour votre question et votre investissement sur ce sujet. Le sujet des violences physiques ou psychiques faites aux enfants reste encore tabou dans notre société. Il provoque l'effroi et donc le déni, le refus de voir et de poser des mots sur ce qui est d'abord impensable. Les chiffres ne reflètent qu'une partie de la situation, car tous ne donnent pas lieu à un dépôt de plainte et il est indispensable que nous les complétions. Le gouvernement lance aujourd'hui une campagne qui vise chacun d'entre nous. Elle fera l'objet d'une séquence sur France 2 avant le journal de 20 h et j'encourage tout le monde à la regarder. Les messages que nous faisons passer sont forts et peuvent être dérangeants, mais nous les assumons parce que ce sont les violences qui sont dérangeantes. Nous allons aussi accentuer très fortement les effets de prévention.
Nous souhaitons travailler avec les départements à une réforme d'ampleur de la protection maternelle et infantile pour développer les ressources que ces dernières consacrent aux visites à domicile. En lien avec la Caisse nationale d'allocations familiales, nous développons les mesures de soutien à la parentalité, car de plus en plus de parents expriment le besoin d'être conseillés, épaulés. Nous souhaitons interdire les violences dites ordinaires à l'égard des enfants et le gouvernement soutiendra la proposition de loi qui va dans ce sens, déposée par le groupe MoDem. Nous allons également travailler sur les enfants de l'aide sociale à l'enfance, sur leur scolarité grâce à un meilleur accompagnement et sur leur suivi médical, car les enfants de l'ASE présentent souvent un état de santé fragile. Enfin, je veux que nous repensions l'accompagnement des enfants protégés qui atteignent la majorité. Notre objectif est clair, la protection de l'enfance ne doit plus rester ce point aveugle que l'on n'ose pas affronter. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Berta. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de la Transition énergétique et solidaire. Monsieur le ministre, hier, chlordécone, aujourd'hui glyphosate, pesticides au métam-sodium, mais aussi chlorpyrifos. Dans ce dernier cas, dans le cas du chlorpyrifos, nous avons là l'un des pesticides les plus utilisés au monde. Nous apprenons aujourd'hui que son autorisation de mise sur le marché serait le fruit de recherches biaisées. Les enfants les plus exposés dans le ventre maternel voient leur capacité mentale réduite. Selon des études médicales, ceci peut aller jusqu'à une perte moyenne de 2,5 points de QI pour un enfant né en Europe en 2010 et exposé de façon prénatale. Certes, la France a banni l'utilisation de ce pesticide en agriculture en 2016. Ceci d'ailleurs à l'exception d'un usage sur l'épinard. Mais il semble désormais que l'ensemble des composés de la même famille, celle des organophosphorés, soit capable d'engendrer retard mental, retard psychomoteur et probabilité décuplée de présenter des troubles de l'attention. Alors, ne devons-nous pas nous questionner sur le fonctionnement de nos agences d'évaluation de la sécurité sanitaire de l'alimentation? Il apparaît que pour les exemples cités, et probablement pour bien d'autres, nous avons affaire dans ce secteur au principe d'inversion de la preuve. On met le produit sur le marché, sans études médicales préalables suffisantes, et ce n'est qu'a posteriori, c'est-à-dire trop tard, que les effets sanitaires désastreux sont enregistrés. De plus, n'est-il pas urgent d'encourager et de plus de soutenir la recherche et le développement d'outils de décontamination biologique, appelés biorémédiation, probable unique solution pour dépolluer nos sols? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Berta. Les situations que vous décrivez posent question et interpellent à juste titre. Aussi, je tiens à vous assurer que le gouvernement est pleinement mobilisé. François de Rugy, Agnès Buzyn, Frédérique Vidal et Didier Guillaume ont lancé ce lundi la consultation publique sur le projet de plan Ecophyto 2+. Ce programme vient renforcer le plan Ecophyto 2 en intégrant d'une part les actions prévues par le plan d'action du mois d'avril sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides. Et d'autre part, les actions du plan de sortie du glyphosate annoncé le 22 juin. La réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques constitue une attente forte des Français et une nécessité pour préserver notre santé et la biodiversité. Aussi, il est nécessaire de renforcer la recherche et l'expertise pour progresser dans l'identification des liens de causalité entre l'exposition et les effets sur la santé. L'INSERM a été saisi en avril 2018 pour actualiser l'expertise collective des effets des pesticides sur la santé. Des études sont en cours, notamment et par rapport au cancer pédiatrique. Parallèlement, l'ANSES travaille pour faire des propositions à la Commission européenne et des recherches sont aussi priorisées sur les effets dits cocktails des pesticides. Il s'agit là du plan Ecophyto dont je viens de parler. Une attention particulière sera apportée à la mise en cohérence de l'ensemble des politiques publiques qui constituent directement ou indirectement des leviers pour atteindre l'objectif de réduction de la dépendance des systèmes de production à l'usage des produits phytopharmaceutiques. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Écologie, face à l'urgence climatique, nous sommes tous conscients de la nécessité d'agir et d'agir vite. Il est cependant intenable pour nos concitoyens, notamment des territoires ruraux, de subir une taxation aveugle des carburants sans que des alternatives sérieuses et peu coûteuses ne leur soient proposées. Et il est insupportable que ceux qui ont les moyens
financiers ou en déplacement alternatif, passent leur temps à donner des leçons de morale écologique à ceux qui ne les ont pas. Face à la colère et à l'incompréhension de nombreux Français, le gouvernement a présenté différentes mesures et initié des pistes de travail. Je déplore cependant un grand absent dans les annonces, le biocarburant. Le E85 est aujourd'hui le moins cher à la pompe, autour de 60 centimes le litre, soit environ 1 € de moins que les autres carburants, ce qui peut représenter, vous l'avez compris, 50 € d'économie pour un plein selon les véhicules. Il a un bon bilan carbone et permet de réduire très significativement les émissions de CO2. Enfin, cette énergie constitue un débouché non négligeable pour l'agriculture française, notamment pour les filières sucrières et amidonnières, confrontées, vous le savez, à des défis économiques majeurs du fait de la fin des quotas sucriers. Plusieurs régions de France accompagnent d'ailleurs la conversion des véhicules essence au bioéthanol E85 par l'installation de boîtiers homologués, épargnant ainsi à nos concitoyens l'achat d'une nouvelle voiture. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, les biocarburants apparaissent donc bien comme une réponse parmi d'autres aux problèmes de pouvoir d'achat, d'environnement et d'emplois ruraux. Je répète, aux problèmes de pouvoir d'achat, d'environnement et d'emplois ruraux. Ma question est donc simple. Pourquoi le gouvernement ne les intègre-t-il pas dans sa stratégie alors que la France est le premier producteur européen de biocarburants? Merci, chers collègues. La parole est à François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Demilly, je connais votre engagement ancien pour la filière biocarburant, la production d'éthanol en France, et on peut dire aujourd'hui que votre persévérance est récompensée, car aujourd'hui, les Français voient bien l'intérêt concret qu'ils peuvent trouver dans l'utilisation de ce carburant alternatif, disons-le, au pétrole. Et quand je dis et je répète et je dirai et je répéterai qu'il faut sortir du tout pétrole, il faut libérer les Français du tout pétrole, c'est une voie parmi d'autres, car il y a évidemment de nombreuses voies et nous la poursuivrons dans le temps. En l'occurrence, le bilan carbone, comme on dit, c'est-à-dire les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de production sont beaucoup plus faibles, évidemment, qu'avec l'essence issue du pétrole. Et donc, c'est une filière qui mérite d'être soutenue. Aujourd'hui, elle est compétitive. Mais pourquoi est-ce qu'elle est compétitive? Parce que d'une part, les prix du pétrole sont plus élevés sur les marchés mondiaux. L'éthanol qui sort des raffineries est au même prix que l'essence qui sort des raffineries. Et par ailleurs, il est compétitif à la station-service. Il est même très compétitif puisqu'il est beaucoup moins cher que l'essence. Et j'incite en effet les Français à l'utiliser car il est moins taxé, ce qui est logique puisqu'il émet moins de carbone. Et donc, c'est tout à fait cohérent. Et par ailleurs, mon ministère a décidé de faciliter l'usage de cet éthanol, le E85, comme on peut le trouver dans les stations-service, en faisant une norme simple pour les boîtiers qui permettent de transformer, en quelque sorte, d'adapter une voiture à essence pour qu'elle puisse utiliser en toute sécurité pour les moteurs. Et donc même une voiture d'un certain âge peut utiliser ce carburant. Disons-le aux Français, il y a plus de 1000 stations-service en France qui distribuent ce carburant. Et pour finir, je ferai également, avec mon collègue de l'agriculture, une application souple et pragmatique de la directive européenne sur la mélasse sucrière. Vous connaissez bien le sujet, ce qui permettra à la filière éthanol d'être toujours aussi compétitive. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Caroline Janvier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Madame la Ministre, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées nous permet aujourd'hui d'évoquer la problématique de l'inclusion professionnelle, sujet sur lequel vous êtes personnellement investie aux côtés de Sophie Cluzel, dont je salue l'action, notamment au travers de la signature de l'engagement national Cap vers l'entreprise inclusive 2018-2022. La stratégie du gouvernement est claire. Nous devons inclure les personnes handicapées dans le milieu ordinaire, du plus jeune âge à l'école et tout au long de leur parcours de vie, dès que cela est possible. Nous devons changer de paradigme. Cela demande du temps et la mobilisation de la société tout entière. Mais cela demande aussi et surtout de faire le constat que la politique menée depuis 30 ans vis-à-vis des entreprises ne fonctionne pas.
Être handicapé aujourd'hui en France, cela signifie avoir 3 fois moins de chances d'être en emploi, 2 fois plus de chances d'être au chômage et subir une durée de recherche d'emploi supérieure d'au moins 1 an. Le système dual, avec d'une part l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés pour toute entreprise de plus de 20 salariés et d'autre part la politique de sanctions financières par des malus qui existe depuis 30 ans, n'a pas prouvé son efficacité. La Cour des comptes, dans son rapport de janvier dernier, montre que nous sommes au bout du chemin. L'objectif des 6% n'a jamais été réalisé. Le secteur privé atteint péniblement 3,7% et les organismes font face à une baisse mécanique des collectes car le taux de travailleurs handicapés augmente presque mécaniquement avec l'âge et le vieillissement de la population. Madame la ministre, quels sont les moyens importants que nous pouvons mettre en œuvre afin que les entreprises ouvrent leurs portes aux travailleurs handicapés et contribuent ainsi pleinement à la stratégie que le gouvernement met en place en complémentarité des tremplins vers le milieu ordinaire que sont les entreprises adaptées? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Janvier, vous l'avez dit, notre but, c'est la société inclusive. Dès l'école, avec Jean-Michel Blanquer, dans le travail, et avec Sophie Cluzel, avec l'ensemble du gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, nous avons cette approche systématique. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a une butée, puisque nous progressons très peu dans les entreprises et nous avons donc décidé de changer de regard, de changer d'échelle pour enfin réussir cette intégration. Quels sont les leviers? Avec les entreprises adaptées, j'ai signé en juillet dernier un accord national pour que nous puissions aller de 40 000 à 80 000 bénéficiaires par an. Ce sont des tremplins vers l'emploi en milieu ordinaire. Il faut leur permettre de faire cette marche qui permet aux plus vulnérables d'accéder à l'emploi. Dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, nous avons pris 3 mesures importantes. Le changement de mode de calcul de l'établissement vers l'entreprise va permettre d'ouvrir 100 000 postes de plus pour les personnes handicapées. Comme on sait que quand elles savent qu'elles sont 500 000 à Pôle emploi, qu'elles ne sont là qu'en attente de formation, d'emploi, de pouvoir prouver ce qu'elles peuvent apporter à l'entreprise, c'est une mesure essentielle. Nous avons aussi prévu des référents handicap dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés et dans tous les CFA de France, car c'est cette mise en relation des entreprises, des personnes en situation de handicap et de l'offre de formation qui permettra de faire des progrès. Dans le plan d'investissement compétences, dans tous les accords régionaux, nous mettons en priorité ce public pour qu'il puisse aussi accéder à la qualification. Vous l'avez dit, 2 fois moins de qualification, 2 fois plus de chômage. Enfin, nous mobilisons les entreprises et il y a de plus en plus d'entreprises qui, comme l'a dit Julia de Normandie, de façon générale sur les quartiers prioritaires de la ville, sont prêtes à relever le défi. Je serai d'ailleurs vendredi avec Sophie Cluzel chez Leroy Merlin, après avoir été il y a quelque temps dans d'autres entreprises sur ce sujet. Jamais un gouvernement n'a autant fait. Jamais un gouvernement n'a décidé d'autant de changer de regard, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous le faisons en mobilisant les entreprises, les associations. Mobilisons-nous tous. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur le Président Philippe Vigier. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le Président de la République vient de reconnaître avec lucidité qu'il avait échoué à réconcilier ce qu'il appelle la base et le sommet. Il est maintenant urgent de passer de la parole aux actes en tendant la main aux maires qui sont sur le terrain au quotidien les artisans infatigables de la République. Alors que s'ouvre aujourd'hui même leur congrès, auquel Emmanuel Macron ne viendra pas malgré les engagements qu'il avait pris, les maires sont désemparés et songent souvent à abandonner la gestion de la commune pour laquelle ils ont tant donné. Face au désengagement de l'État, les maires sont en première ligne pour protéger leurs concitoyens face aux crises sociales, écologiques, identitaires et économiques dans leur territoire. Ils sont également en première ligne face aux fermetures des services publics, aux difficultés d'accès au logement, au transport, aux soins, à la téléphonie mobile, au numérique. Ils doivent se battre chaque jour pour leur territoire contre des décisions qui sont prises de Paris, par Paris et pour Paris. Monsieur le Premier ministre, les maires font la force de la France. Ils veulent de la considération. Ils veulent des moyens pour libérer l'énergie et le potentiel de leur territoire. Vous êtes, Monsieur le Premier ministre, en responsabilité. Il vous appartient donc de leur apporter une réponse forte. Pour le groupe Liberté et Territoires, cette réponse ne peut passer que par un nouvel élan de décentralisation. Alors ma question sera simple. Êtes-vous prêt à en finir avec la centralisation qui s'est accentuée depuis 18 mois?
êtes-vous prêt à permettre aux territoires de s'adapter en fonction de leurs spécificités, notamment en facilitant l'expérimentation locale? Enfin, êtes-vous prêt à donner plus d'autonomie fiscale et permettre plus de solidarité territoriale? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vigier, vous livrez en cette journée de Congrès des maires un plaidoyer pour les maires de France. Et je pourrais évidemment partager presque tout ce que vous avez dit, tellement, dans mon cas aussi, j'ai admiration, amitié et... Monsieur Cordier, merci. Pour les maires de France qui savent élever le débat quand c'est nécessaire. J'ai donc un accord quasi complet avec vous sur le rôle particulier que les maires jouent dans la vie démocratique et dans la vie de leur pays. Vous évoquez les difficultés du métier de maire. Elles sont réelles, elles sont considérables. Vous avez évidemment raison. Vous avez évoqué, parmi toutes celles-ci, le fait que les maires seraient en confrontation ou en difficulté récurrente avec l'État et avec le seul État. Vous connaissez la vie locale, je la connais. Reconnaissez avec moi qu'il peut arriver que les maires, dans l'exercice de leur mandat, dans la réalisation de leurs projets, se heurtent au moins autant, et peut-être parfois un peu plus, Monsieur le Président Vigier, à d'autres collectivités territoriales, à des départements, à des régions, à d'autres communes qui ne partagent pas le même projet qu'elles. Ça peut arriver, et tous ceux qui pensent que ça n'arrive jamais ont une vision particulière de la réalité de la vie locale. Vous le savez, je le sais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des relations parfois difficiles, mais je pense qu'on peut, avec honnêteté et avec nuance, reconnaître que la vie locale n'est pas simplement la relation tendue et opposée entre les maires et l'État. Vous évoquez, Monsieur le Président Vigier, la nécessité d'une nouvelle vague de décentralisation. Là-dessus, je veux dire les choses le plus clairement possible. Nous avons indiqué dès la prise de fonction du gouvernement, exactement dans la ligne de ce qui avait été proposé par le Président de la République, que nous ne refonderions pas complètement les collectivités territoriales, que nous ne réaliserions pas un nouveau Big Bang, que nous n'allons pas refaire une deuxième loi NOTRe ou une troisième loi NOTRe, qu'il fallait laisser aux collectivités territoriales le soin, si j'ose dire, de digérer les transformations avec la réforme des grandes régions qui a posé tellement de problèmes, avec la transformation des périmètres des intercommunalités dont nous savons tous qu'en les augmentant de façon très directive, nous avons posé des problèmes, quand je dis nous, la précédente majorité, disons-le clairement, a posé des difficultés, et parfois ça se passe très bien, mais parfois on voit aussi que s'agissant des maires, c'est un peu plus compliqué de vivre dans des grandes intercommunalités. Je ne vois pas pourquoi ça suscite l'agacement, c'est un fait, tous les maires le disent. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. On voit bien qu'il y a là un sujet. Nous ne voulons pas faire un nouveau Big Bang, nous voulons faire en sorte de corriger ce qui peut l'être, d'adapter ce qui doit l'être, de travailler avec les collectivités territoriales, comme ça a été le cas en Alsace, pour faire en sorte de trouver des solutions adaptées du sur-mesure, comme nous disons. Et puis, Monsieur le Président Vigier, puisque vous appelez de vos vœux une capacité d'adaptation des collectivités territoriales, une forme d'autonomie, non pas d'autonomie complète, mais de capacité à définir des règles particulières. Alors, je me dis que dans le cadre de la révision constitutionnelle, impressionné par la proposition de mise en œuvre d'un droit à la différenciation qui figure dans la révision constitutionnelle, vous trouverez ce que vous attendez s'agissant des collectivités territoriales et vous voterez en faveur de la révision constitutionnelle qui sera présentée au mois de janvier. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, cet après-midi, les infirmières manifestent contre le manque de reconnaissance de leur profession. Elles sont 660 000, mais sont les grandes oubliées du plan Ma Santé 2022 présenté par le Président de la République. Oui, Monsieur le Premier ministre, les infirmières sont en colère. Elles n'ont pas été consultées et se sentent méprisées
par le gouvernement. Leurs négociations conventionnelles sont bloquées depuis le mois de juillet. Leurs compétences sont sous-exploitées. Vous avez omis de les intégrer dans le virage ambulatoire alors qu'elles doivent y jouer un rôle essentiel. Oui, monsieur le Premier ministre, les infirmières vous demandent la création de nouveaux actes et la revalorisation des actes qu'elles effectuent déjà. Alors que les établissements hospitaliers et les EHPAD manquent cruellement d'infirmières, vous ne répondez en rien à leur appel. Dans les blocs opératoires, la situation est plus que critique. Une amélioration leur avait été promise, mais les promesses n'engagent que ceux qui les portent. À de nouveaux postes d'infirmières pourtant indispensables, le plan santé préfère 4000 postes d'assistants médicaux. La création du statut d'infirmier en pratique avancée aurait pu être l'ébauche d'une meilleure reconnaissance de leur profession, mais seulement quelques postes seront créés sous la tutelle des médecins. C'est un acte manqué, alors que ce statut aurait pu permettre de pallier le manque de médecins dans certains de nos territoires. Monsieur le Premier ministre, les infirmières sont un maillon essentiel de notre système de santé. Refuser de le reconnaître et de les intégrer vous conduira inévitablement à un échec. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous répondre aux demandes légitimes des infirmières? Quand allez-vous enfin prendre en considération ces professionnels qui agissent pour notre santé au quotidien? Merci, chers collègues. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gilles Lurton. Tout d'abord, je tiens à vous confirmer que le gouvernement partage avec vous le rôle central joué par la profession d'infirmier dans notre système de santé. Et nous comptons sur l'engagement et les compétences des infirmiers et des infirmières pour relever les défis qui nous attendent en ce qui concerne notamment l'accès aux soins et la prise en charge des maladies chroniques. La profession infirmière a récemment bénéficié d'avancées importantes. D'abord, grâce au développement de protocoles de coopération, et notamment dans le secteur ambulatoire, avec le dispositif ASALÉ pour action de santé libérale en équipe. Et récemment, de façon globale, par la reconnaissance de l'infirmier en pratique avancée, dont le cadre juridique a été fixé par les décrets du 18 juillet 2018, comme il nous l'avait demandé. La reconnaissance de la pratique avancée pour la profession par ce décret marque une avancée importante. Et je voudrais également rajouter que 10 formations universitaires ont été ouvertes dès la rentrée 2018 pour l'ensemble des infirmiers et des infirmières. Désormais, les infirmiers auront des compétences élargies et la responsabilité du suivi régulier des patients pour leur pathologie et pourront prescrire des examens complémentaires, demander des actes de suivi et de prévention ou encore renouveler ou adapter, si nécessaire, certaines prescriptions médicales. Nous sommes également sensibles à la juste reconnaissance de l'activité des infirmiers et des infirmières libérales et à l'évolution de leur rémunération. L'avenant à la Convention des infirmiers libérales signée en novembre 2017 a ainsi d'ores et déjà pris en compte les contraintes liées à l'activité des infirmiers libérales en revalorisant notamment la majoration du dimanche et des jours fériés. Les négociations doivent reprendre en décembre prochain avec l'assurance maladie. Nous souhaitons que cette négociation permette de valoriser le rôle des infirmiers dans notre système de santé et qu'elle puisse avoir une réponse adaptée aux besoins de nos concitoyens. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 10 minutes.